Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Les personnes qui se retrouvent en recherche de job ou hors poste ont en général confusément deux types de sentiments. Le premier, ils ont souvent l'impression qu'ils se trouvent dans un cas particulier, que la situation qu'ils vivent est une injustice, et ils hésitent entre « ce n'est pas de ma faute » et « je ne sais pas comment j'aurais pu éviter ça », ou alors « c'est complètement de ma faute et de ma responsabilité » et se trouvent complètement perdus. Ça, c'est le premier sentiment, cas particulier. Le deuxième sentiment que l'on voit souvent, et ça c'est très relayé par les médias, est que c'est la notion que c'est une catastrophe, que la crise que nous vivons depuis quelques années est une grande première, que nous n'avons pas les moyens de nous en sortir, que eux, en étant hors poste, auront énormément de difficultés à se repositionner, et on se retrouve dans une spirale de pessimisme ambiant. J'ai donc décidé de faire appel à un sociologue aujourd'hui pour lui demander d'échanger avec nous sur le sujet. Mon invité aujourd'hui est Xavier Baron, à qui je fais appel pour qu'il essaye de nous donner un peu de recul et que nous soyons en mesure de remettre les choses dans leur perspective. Xavier Baron, bonjour. Bonjour. Après 25 ans d'études et de responsabilités dans les fonctions RH en entreprise, notamment Renault et Snecma, ou dans des sociétés de conseil, vous êtes aujourd'hui intervenant-chercheur du cabinet Athémis, professeur associé en sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et également professeur affilié à l'ESCP Europe. Vous avez écrit de très nombreuses contributions à des ouvrages ou à des articles de gestion ou de recherche, tels que pour les plus connus, l'Expansion, Management Review, Revue française de gestion, Revue personnelle, CFDT cadre et autre chose. Vous avez également publié en avril 2012 La performance collective, repenser l'organisation des travailleurs du savoir aux éditions Liaison. Je souhaiterais aujourd'hui aborder avec vous le thème de la sociologie et de la recherche d'emploi, ou comment replacer la situation des gens en recherche d'emploi aujourd'hui dans un cadre beaucoup plus global des mutations du travail. Donc peut-être une première chose que j'ai envie de vous demander, parce que je ne suis pas très spécialiste de ce sujet, qu'est-ce que la sociologie et qu'est-ce qu'elle peut dire sur ce type de sujet ? La sociologie est une des nombreuses, en tout cas une importante discipline intellectuelle constituée à la fin du 19e et qui a pris de l'ampleur tout au long du 20e et qui, pour l'essentiel, essaye de comprendre en quoi et comment des comportements individuels et collectifs sont construits à partir des structures, des cultures et des normes, des règles collectives qui s'appliquent. Donc ça s'inscrit entre l'histoire. Certains disent que la sociologie, c'est l'histoire du temps présent. C'est pas faux. C'est une jolie définition. Ça s'inscrit à proximité de la psychologie ou de la psychologie sociale, c'est-à-dire d'une tentative de compréhension de ce qui se joue cette fois-ci de l'intérieur de chaque personne ou sur des dimensions microsociales. Et ça s'inscrit également en aval ou de l'économie ou de l'économie politique qui essaye de comprendre les phénomènes sociaux généraux. Alors il y a de la sociologie à un niveau macro et il y a de la sociologie qui se définit par ces thèmes, la sociologie de la santé, la sociologie du travail, la sociologie de la famille, etc. Donc on va choisir aujourd'hui, je crois, la sociologie du travail, n'est-ce pas ? Ça tombe bien, c'est plutôt mon domaine. Super. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos chercheurs d'emploi qui se trouvent complètement désemparés aujourd'hui, en se disant, souvent au moins quand ils sont licenciés, qu'ils n'ont pas les outils et que la situation qu'ils vivent est quelque chose de très particulier et de très unique ? Comment est-ce qu'on pourrait leur donner
un peu de perspective sur la façon dont on s'est renouvelé ou pas par le passé, et quelles sont les grandes étapes de la sociologie du travail? Alors, je pense que moins que l'idée de faire une histoire de la sociologie du travail, pour laquelle d'ailleurs j'aurais peut-être à travailler, il me semble que la première chose qui me paraît importante de souligner, c'est la difficulté que rencontrent ceux qui sont hors poste aujourd'hui ne leur est pas singulière. Ils sont dans une situation particulière, bien sûr, oui. Puisqu'ils n'ont pas d'emploi, et ils n'ont pas de rendez-vous réguliers, ils ont des problèmes de revenus, des problèmes d'avenir, évidemment. Ça se pose différemment pour ceux qui sont en emploi, mais il me semble que la difficulté que l'on vit aujourd'hui dans le monde du travail et dans les entreprises ne se limite pas, et de loin, à ceux qui sont hors poste, en transition, puisque la situation de non-emploi peut durer, bien sûr, et on sait que c'est une des difficultés, mais ça reste, de manière générale, une situation de transition. Donc on était dans une situation professionnelle, on en sort, pour une raison qui peut être un choix, qui peut être un accident, qui peut être une difficulté, un problème économique, et on en retrouve un. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, ce qui était la règle il y a encore peut-être une trentaine d'années, on sait que le modèle s'est en fait modifié et lourdement transformé déjà depuis une trentaine d'années. Mais ce qui était la règle, celle d'un emploi à vie, et du plein emploi, j'imagine. Adossé au plein emploi. Bien sûr. D'un emploi à vie, dans une intégration de très longue durée, avec une promesse du côté de l'employeur d'une forme de protection. Parfois, et de plus en plus souvent dans la dernière période, c'est-à-dire après la guerre, une promesse de progression, de parcours. Il y avait les deux, effectivement. Il y avait plein emploi, progression. Voilà. Alors, pour les niveaux les plus modestes en qualification, cette progression, c'était parfois seulement l'ancienneté. Mais c'était quand même un point par an, et puis ça pouvait être un point par an pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire au-delà. Donc, mine de rien, c'était déjà une promesse de deal sur la longue durée, contre lequel les employeurs demandaient essentiellement une conformité. Et fidélité. Et une fidélité. Alors, ce modèle-là, que certains sociologues, dont moi-même, caractérisons le modèle à travers la notion de entreprise communautaire, existe encore dans quelques grandes entreprises. On les appelle d'ailleurs des bonnes boîtes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on y fait. Gestion en bon père de famille, mais c'est ça ? Mais on y est pour la vie, ou presque. Et on n'a pas trop à se poser la question de savoir ce qu'on y fait, ce qu'on va y faire, puisque l'idée est qu'on y reste parce que l'environnement, les conditions de travail, la représentation syndicale, la protection sociale, les avantages sociaux, les progressions salariales sont à peu près acquis, garantis, ou vécus comme tels. On est dans une bonne boîte. Ce modèle s'effondre. Ce modèle s'effondre, et quand je dis qu'il s'effondre, il vaudrait mieux dire qu'il est déjà mort. Donc on a des survivances. On a des survivants, on a des îlots de maintien de modèles communautaires sur essentiellement des équations économiques un peu particulières. Peut-être que EDF ressemble encore un petit peu à ça. Peut-être que certaines grandes entreprises publiques ressemblent encore un petit peu à ça. Quelques grandes entreprises qui continuent de gagner beaucoup d'argent. Peut-être dans le luxe, par exemple. On a quelques très belles entreprises qui ressemblent un petit peu à ça, qui sont exigeantes aussi. Qui se réinventent aussi tous les jours pour pouvoir permettre ce type de sécurité, bien sûr. Mais il est clair que l'équation économique qui fondait ce modèle n'existe plus aujourd'hui. Les entreprises ont plutôt tendance à se reconstruire. À se déconstruire et à se reconstruire. À se reconstruire, mais à des échelles généralement plus faibles. Bien les sûr. monstres à 100 000 ne sont plus constitués comme cela, et on a aujourd'hui des réseaux d'entreprises et de filiales qui tournent plutôt autour de 5 à 20 000 et qui donc ne constituent plus les mêmes espaces de gestion, les mêmes promesses de prise en charge de parcours longue durée, les mêmes unités intégratives. Alors, là, on se parle de ce qui est une évolution de l'emploi. Tout à fait. Avec une conséquence associée effectivement
à une évolution économique plus vaste, qui est la saturation des biens, notamment du côté de l'industriel, la panne de la croissance, les exigences de compétitivité, maintenant tout ce qui se dit autour des contraintes également de l'environnement, conduit aujourd'hui à imaginer, à comprendre que nous sommes non seulement dans une transition entre un modèle d'entreprise communautaire et un autre à définir, et un autre qui reste à définir, mais dont on voit bien qu'il est à la fois rapide, flexible, liquide même, disent certains, avec des systèmes de gestion et de relations qui sont plus de l'ordre du réseau que du contrat, que de la pyramide, bien sûr. Que du contrat à longue durée. Il y a toujours des conventions à passer, mais moins de contrats longue durée. Et cela, on peut évoquer la mondialisation, on peut évoquer la numérisation, on peut évoquer la financiarisation, qui est aussi un phénomène extrêmement lourd, qui quelque part colore l'ensemble de cette évolution. Mais j'avoue que de mon côté, j'insisterai plutôt sur la dimension du travail. C'est-à-dire que si les entreprises évoluent de cette manière, si les systèmes de production évoluent de cette manière, c'est que l'exigence de performance du travail elle-même a changé. Comment vous le définiriez aujourd'hui versus, si on fait un petit exemple des évolutions qu'on a eues au moins depuis la fin des années 50, quelle perspective vous donneriez? J'insisterai principalement sur la montée en intellectualisation, en portée de communication, en exigence de relations, en une expertise capacité de traitement d'informations qui caractérise aujourd'hui le travail. On peut aujourd'hui parler d'une réalité d'un travail devenu informationnel, communicationnel, relationnel, qui, somme toute, est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a beaucoup de valeur ajoutée. Il y a beaucoup de valeur ajoutée, en principe, même si aujourd'hui nous savons aussi que des algorithmes informatiques sont en capacité de prendre en charge une grande part de tout ce qui est reproductible dans ces démarches, y compris à caractère intellectuel. Mais on a une montée en importance de cette part du travail qui a aussi qui a des caractéristiques du point de vue de l'activité, c'est d'exiger des formes plus importantes d'autonomie, d'initiative. Le travail. Donc les valeurs ont changé. Le travail ne consiste plus, ou de moins en moins, et pour les parts de ce travail qui restent dans l'ordre de l'application de procédures identifiables, formalisables, répétables, donc automatisables, pour toutes les parts de ce travail qui s'en échappent, c'est-à-dire d'un travail qui est centré sur de l'innovation, centré sur de l'interaction, sur de l'écoute et du jugement de pertinence, alors, évidemment, il y a de la place, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque nous connaissons évidemment de plus en plus de salariés, et pas seulement parmi les jeunes, qui ne supportent pas, ou de moins en moins bien, d'être simplement dans un univers de conformité, de réponse à des exigences, de mise en œuvre de tâches prédéfinies par d'autres, par des processus qui ont été pensés par le fameux bureau des méthodes, ou tout simplement par des normes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps ça exige des salariés, des travailleurs en général, qu'ils soient salariés ou non, ça exige d'eux un engagement de leur part qui n'est plus seulement de l'ordre de la mise à disposition de sa force de travail qui caractérise encore le droit. On ne met plus simplement à disposition de sa force de travail dans un cadre subordonné, on est conduit à s'engager personnellement, de fait à mettre quelque chose de soi dans l'activité. La partie passion, la partie engagement, la partie sens. Pratiquement toutes les dimensions, y compris la partie émotive, y compris la partie psychique. Et c'est aussi de cette manière-là que sociologues et psychologues comprennent la montée en puissance, l'existence croissante, l'expression de plus en plus fréquente de ces fameux risques psychosociaux ou atteintes à la santé mentale et psychique. C'est-à-dire que dans la situation d'un travail conçu pour être subordonné, on faisait ce qu'on vous demandait, et puis globalement,
on s'interrogeait sur les acquis sociaux, sur les vacances. Il y avait un début de responsabilité, une fin de responsabilité et un moment de responsabilité. Il y avait un début et une fin à la journée de travail. Bien sûr. On rencontrait pas forcément le client. On rencontrait même assez rarement le client final. Tout cela était médiatisé par des processus, par des chefs, par des structures. Aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui, dans les statistiques, on identifie des formes de dégradation des conditions de travail, c'est notamment associé au fait que de plus en plus de travailleurs sont au contact du public. Alors ça a quelque chose d'assez paradoxal de dire alors c'est le public qui dégrade les conditions des conditions de travail. Non, bien sûr. Le client est roi. Et c'est pas vrai non plus. Le client n'est pas roi. Le client est un partenaire. Bien sûr. Mais effectivement, ça peut être très frustrant de ne jamais être au contact du client, mais ça peut être très stressant d'être sans arrêt de fait sans arrêt au contact du client et être obligé non pas seulement de travailler à côté, mais de réaliser cette performance collective qui m'occupe, c'est-à-dire avec. Alors, travailler avec, ça veut dire discuter. Discuter, ça veut dire constater qu'on n'est pas d'accord. Parce que dès qu'on commence à discuter, on comprend très vite que non, les autres pensent pas comme vous. Et donc, il faut se mettre d'accord. Et ça commence par des moments de tension, de conflit, avant de construire des compréhensions partagées. Et de ce point de vue-là, dans le travail, nous avons une forte évolution. Et je dirais que, sans en être un spécialiste, il y a aussi des sociologues qui se portent principalement, ou notamment sur la question des personnes en recherche d'emploi, en transition, ou disons le plus simplement au chômage, une rupture dans une vie professionnelle, un moment de transition, peut être l'occasion d'une prise de conscience de cette formidable évolution. Et je devine, je sais qu'il est effectivement particulièrement difficile pour quelqu'un qui a perdu un emploi dans une entreprise communautaire de retrouver un emploi dans d'autres entreprises communautaires qui existent de moins en moins. Planetary Rhythm Force. Warning, warning, I can see a robot called Robot from the Dungeon on my radar. Warning, warning. I am a robot, it's not a joke. I am a robot. I am a robot. I am a robotic synthetizer. Electronic human competitor, digital master, boy, creating programs on a computer, leading edge of technology, I just need solar energy, good ganja weed is my electricity, I am the leading edge, Lord, robotic synthetizer, electronic human competitor, digital master, boy, creating programs on my computer. I am the robot who play with laptop in a digital plot. I need 100 gigawatt to fight in a computer riot. Pretty looks for it's my weapon for sure. Weapon for sure. Does it on MT40 for all Congo top pussy. Robotic synthetic. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui qui est les mutations du travail avec Xavier Baron, sociologue et chercheur. Alors Xavier, vous nous avez parlé dans la première partie de cette émission de l'évolution future du travail dans un nouveau type de société qui est peut-être en train d'émerger ou qui est en train d'essayer de se définir. La question que j'ai envie de vous poser pour l'instant, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans le modèle ancien et comment est-ce qu'il a évolué et comment ça se passe pour les gens qui sont toujours à bord de ces types de sociétés qui sont peut-être en train de mourir pour donner naissance à autre chose. Comment se passe cette transition à l'intérieur de l'emploi ? Je dirais que il ne peut y avoir que des cas particuliers, relativement singuliers, propres à des entreprises particulières, en fonction aussi de l'espace territorial. C'est extrêmement difficile de généraliser de manière générale et de manière très très tendancielle. Les entreprises qui ont construit leur recette de performance sur des deals de contribution sous la forme d'une subordination qui pouvait avoir encore une fois des aspects frustrants, mais aussi des aspects rassurants, très protecteurs.
la routine, évidemment que quand on est jeune, on peut se dire wow, c'est nul. Mais progressivement, la routine, ça veut dire aussi, au fond, travailler, c'est-à-dire vivre de son travail sans trop se poser de questions, en se dépensant relativement peu d'un point de vue justement de ce que j'évoquais être l'exigence croissante aujourd'hui, une exigence qui ne se dit pas encore une fois seulement sur le mode de « je veux de vous », mais aussi une attente du côté des personnes qui souhaitent mettre en œuvre dans le travail, qui attendent que leur travail leur permette de déployer, d'exprimer leur capacité, leur intelligence, leur capacité de jugement, leur souhait de rencontrer, d'être utile, tout simplement. Dans ces entreprises, je dirais, maintenues de type communautaire, je dirais qu'il y a à la fois le sentiment qu'on a encore un petit peu de chance, sans doute, mais qui fait naître au fond une inquiétude. Ça durera pas autant que les impôts, quoi. Et faut bien voir que d'un côté, ce que l'on gagne peut-être en sécurité perçu de manière immédiate, on peut peut-être le perdre en capacité de projection sur le long terme, et on continue de le payer en difficulté ou en manque d'opportunité d'expression de soi-même dans le travail. Alors l'impression que je vois aussi sur des gens qui sont peut-être en situation précaire, je ne sais pas, c'est qu'il y a une exigence de performance qui est de plus en plus grande, c'est-à-dire qu'ils sont souvent mis dans des phénomènes non pas de double mais de multiples contraintes, où on leur demande de faire toujours plus pour moins cher et plus rapidement. C'est ce que je ressens aussi. Et les gens qui sont dans ce type d'entreprise qui sont extrêmement concurrentielles avec des anciennes structures sont quand même dans des positions qui sont assez compliquées souvent, sans faire des généralisations complètes, mais quand même. Vous savez, le changement, surtout quand il porte sur des univers très fortement structurés, parfois anciens, très fortement hiérarchisés, très organisés, il est parfois incité, porté par quelques dirigeants visionnaires, mais il l'est toujours sous le coup, in fine, de la contrainte, de l'exigence de survie. Alors effectivement, dans les entreprises qui n'arrivent pas aujourd'hui à renouveler leur modèle économique, leur modèle d'organisation du travail, on assiste à des phénomènes d'exacerbation, des phénomènes d'accélération, des phénomènes de tension qui sont liés à la volonté de mettre toujours plus en œuvre des leviers de productivité qui sont plus efficaces. Très mécanistes en fait. Des leviers qui ne sont plus efficaces. Les leviers de la productivité industrielle, on les connaît à peu près. C'est la standardisation, la division du travail, la standardisation et l'intensité directe du travail à la recherche d'un effet de volume. Si, faute de croissance, si face à des concurrences, si face à une exigence de monter en diversité, en rapidité d'évolution, vous n'atteignez plus cette capacité de volume, et si tout simplement vous êtes concurrencé par des gens qui savent faire à gros volume moins cher que vous, ce qui est clairement ce qui est évidemment le cas, alors l'activation des leviers traditionnels, industriels de productivité ne vous permet plus de construire et un modèle économique et un modèle d'affaires, c'est-à-dire des profits suffisants. À ce moment-là, effectivement, il y a de fortes chances que la réaction du corps entreprise soit d'appuyer encore un peu plus, au risque y compris de maltraiter le travail, en le précarisant, en poussant les feux sur l'intensité, voire même sur les horaires, et on voit bien ce qui se joue aujourd'hui autour du droit du travail, et parfois même en incitant à des formes de travail non rémunérées. Il y a des secteurs entiers, je pense en particulier au facility management ou à la sécurité, où on sait qu'une part extrêmement importante des entreprises sont condamnées pratiquement à flirter avec l'illégalité pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à des contrats qui sont définis de manière telle que pratiquement le droit n'est plus applicable. Vous parliez de levier de productivité dans l'industrialisation, mais j'imagine que ça s'applique de la même façon aux sociétés de services ou aux sociétés de distribution. C'est le même type de procédé. Alors, un préalable, la recherche de productivité, c'est toute l'histoire de l'économie. C'est toute l'histoire même de l'humanité. Donc je n'ai aucun problème à dire, bah oui,
Le sujet, c'est de rechercher des gains de productivité. De la même façon que le profit ne dit rien de la manière dont le profit va être redistribué. Est-ce que c'est pour payer mieux les salariés? Est-ce que c'est pour réduire les prix, et là c'est le client qui en profite? Ou est-ce que c'est pour payer l'actionnaire ou garantir des investissements ou payer des impôts? Et on voit bien donc que le profit est nécessaire pour alimenter tous ces acteurs-là. Donc le sujet n'est ni dans la productivité ni dans la nécessité de dégager du profit dans l'activité. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui rend le travail performant? Parce qu'au fond, à la source de toute valeur, là, tous les économistes sont d'accord, sociologues avec eux, mais tous les économistes sont d'accord, à la source de toute valeur économique, il y a le travail. Il y a le travail. La question, c'est quelles sont aujourd'hui les conditions? Alors, qu'est-ce que le travail? La définition est peut-être à revoir aussi, en partie. C'est très largement déjà fait par les économistes et les sociologues qui s'intéressent notamment à la production des services, puisqu'en gros, le travail dans le monde industriel, qui a débordé largement sur le tertiaire, on peut tout à fait industrialiser les services. C'est notamment le cas dans la banque, dans l'assurance, dans certains transports. On voit bien que quand vous appelez un service et que vous avez un ordinateur qui vous répond, on a industrialisé le service. Clairement, même le contact. Et c'est assez fréquent. On peut industrialiser les services. Par contre, on ne fera pas de productivité réelle dans les services par les mêmes manières, par les mêmes recettes que dans le monde industriel. Même si on a tenté de les appliquer. Alors, pour une part de ce qui est vendable, on restaure parfois des éléments d'un modèle d'affaires à travers de l'industrialisation des services. Mais je dis ici, mais voilà, comme une déclaration ferme et brutale, il n'y a d'avenir et de croissance qu'à condition, je dirais, demain, de servicialiser l'industrie et de reservicialiser des services qui ont été industrialisés et de laisser et de accompagner l'accroissement d'une capacité de création de valeur supplémentaire, c'est ça l'économie, à travers ce qui est aujourd'hui déjà très largement majoritaire dans le système économique, la production de services. Et c'est tant mieux, les services ont un avantage, ils consomment moins de matières non renouvelables. Pas mal. Quel serait le conseil ou quelle serait la prise de conscience qui aiderait le plus les gens en questionnement professionnel, qu'ils soient dans une entreprise ou qu'ils soient en dehors d'une entreprise? Je dirais il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'une part, comprendre que, et dans le travail, et plus largement dans l'espace social, nous sommes en train de passer d'un monde dans lequel l'autonomie était un espace concédé, revendiqué, ce que Alain Ehrenberg, sociologue, appelle l'autonomie de revendication. Et regardez comment dans les films, dans les histoires, avec les syndicats, mais aussi quand je suis petit et que je veux que papa me laisse vivre, et quand je suis au bureau et que je veux que mon chef me foute la paix, et puis que je veux prendre la place du chef à la place du chef. C'est-à-dire que je revendique une autonomie. Mais en même temps, cette autonomie, elle n'est définie que dans les espaces d'une protection. Bien sûr. On est aujourd'hui rentré, et nous sommes de plus en plus rentrés dans une exigence d'autonomie, mais qui n'est plus de revendication, qui est une autonomie de conditions, dit Alain Ehrenberg. C'est que, aujourd'hui, au gamin de 15 ans, qui dit « Papa, je veux ceci, je veux cela », l'éducation de plus en plus répond « Mais tu es autonome, mon fils. Maintenant, c'est ta décision. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu assumes. » Je pense que passer d'une autonomie de revendication à une économie de conditions, ça veut dire quoi pour chacun? Très difficile à faire. On n'est pas éduqué comme ça. On n'a pas ces réflexes. On n'a pas ces réflexes forcément immédiatement. Non, je pense que, au contraire même, la famille, l'armée pour ceux qui l'ont connu, le système éducatif. Le système éducatif, le rapport de tutelle qui fait que parents, enfants, enseignants, élèves, État, citoyens, sont des rapports déséquilibrés. Aujourd'hui, on devine que cette matrice tutélaire, comme l'appelle un auteur récent, Yannick Blanc, explose. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de s'interroger sur la valeur de la production. Xavier Baron, je vous remercie pour ce moment d'échange. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain pour un sujet portant sur la médiation